Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Bloodborne, le jeu de plateau qui nous a amené en français par Funforge. C'est un jeu PlayStation, donc une licence PlayStation, un jeu vidéo au départ, et donc on est fort loin évidemment des Eurogame Experts que je préfère. Néanmoins, comme vous devez vous en rendre compte, j'aime beaucoup aussi les jeux narratifs, les jeux qui me racontent une histoire, tout comme un roman, une série ou un film. Bref, je suis un peu comme tout le monde de ce côté-là. Bloodborne m'a attiré parce que c'est un jeu narratif. Alors je vous dis tout de suite, la narration n'est pas très forte, les scénarios sont pas très recherché, c'est pas très puissant. Par contre, il y a une vraie ambiance narrative. Alors ça paraît paradoxal, non pas du tout, parce que même s'il n'y a pas d'énormes choses qui se passent durant votre aventure, néanmoins on y est à fond dans cette aventure, donc ça marche pour moi très bien. Alors je n'ai qu'une partie au compteur, la toute première qui est conseillée par le jeu, mais ça m'a déjà bien plu. Donc comme c'est un jeu coopératif aussi, donc qui n'est pas habituel pour moi, mais un jeu coopératif dans lequel on a quand même de grandes latitudes d'action pour chaque joueur, et d'ailleurs vous allez le voir, ça se joue avec un deck de cartes et on modifie son deck personnel, mais sinon le jeu, nous sommes des chasseurs et nous allons arriver dans une ville où il se passe des choses assez étranges pour aller tataner du monstre et essayer d'aider les habitants. Alors évidemment il y a des figurines, comme toujours dans ce genre de jeu, qui sont tout à fait sympathiques, je vous les montre comme ça dans leur réceptacle en plastique. Alors il y en a encore que je vous montre, c'est quand même tout à fait sympa. Il y en a des très grosses parce qu'il y a des boss, tout simplement. Voilà, et donc là vous avez un peu toutes les figurines, avec y compris les figurines des héros, qui sont celles-là, tout simplement. Alors, première chose, Bloodborne est un jeu qui se joue avec des cartes. Alors, vous voyez, j'ai un gros tas, en fait, de 60 cartes, de plus de 60 cartes même. Et en fait, ça, c'est une campagne. Et dans la boîte de base que je vous ai montré, vous avez 4 campagnes. Et chaque campagne va se jouer en 3 chapitres ou scénario. Et donc ces 60 cartes sont encore une fois les cartes de la campagne. Alors vous avez toujours une carte d'introduction, vous voyez c'est scénarisé, c'est quand même narratif, il n'y a pas de problème, vous allez dans l'histoire. Donc là vous lisez le texte d'ambiance bien évidemment, puis ensuite vous avez pour chaque chapitre sur ce côté-là, la mise en place du jeu, qui va évidemment varier les ennemis, les endroits qu'on va visiter vont varier de chapitre en chapitre. Je vous ai dit que les histoires, c'est souvent juste des petites cartes comme ça, mais vous voyez bien qu'on a une vraie ambiance qui va se créer. Et là, j'ai les 3 chapitres pour cette campagne, qui est la longue chasse, qui est celle qui est conseillée au début. Donc ça, c'est pour toutes les campagnes. Et après, on va avoir donc des tonnes de cartes. Et en fait, dans le jeu, vous allez voir, souvent, vous allez avoir, si vous réussissez à faire ça, ça y est, vous avez réussi, allez regarder ce qui est écrit sur la carte numéro 28 par exemple. Donc de ce côté-là, c'est tout à fait sympa, il y a une variabilité. Quand vous attaquez une campagne, vous avez votre mission principale, votre chasse. Nous sommes des chasseurs, donc nous allons chasser une proie, la proie principale. Au début, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop où on va, mais on sait bien qu'on va finir par affronter une proie finale. Ça, c'est notre mission principale. Mais il y a aussi des missions secondaires. Alors, je peux vous montrer sur le début de la première campagne, c'est pas gênant. Là, vous avez par exemple 3 lieux. Si on y va, il va falloir révéler des cartes, comme c'est écrit. Allez à tel lieu, c'est vous révélez la carte numéro 5, etc. Et là, vous avez des quêtes d'exploration. Alors, les quêtes d'exploration, c'est des petites quêtes secondaires qui vont vous faire gagner des choses, qui vont améliorer vos personnages de façon à être de plus en plus puissant, et puis au fur et à mesure, évidemment, des chapitres au sein de la campagne. Mais ça va aussi vous aider dans la mission principale. Donc toujours des missions secondaires et une mission principale qu'on va essayer de remplir. Et en règle générale, la mission principale, alors là par exemple, avec la longue chasse, ils vous disent de tout de suite révéler la carte 1, et la carte 1, elle va vous dire encore du scénario ici, donc une petite histoire, il y a quand même du narratif, et elle va vous dire ici, en gros, ce que vous allez chercher à faire. Alors pour pouvoir faire ça, ça va pas être si simple que ça, et puis en plus, ce sera pas la fin de la mission, il y aura d'autres choses à faire, et vous allez aussi donc passer par ces missions d'exploration. Donc, une campagne va être variable en fonction des missions d'exploration que vous ferez, tout simplement. Et puis le but, encore une fois, c'est de chasser une grosse bestiole de la ville de Yharnam, puisque nous sommes dans une ville, Yharnam, dans laquelle il se passe des choses fantastiques et peu agréables. Donc, on a ici toute l'histoire de notre campagne, en 3 chapitres, et qui va varier un petit peu en fonction de ce que l'on fait, avec donc la mission principale et les missions secondaires d'exploration qu'on va pouvoir faire. Et là, on a un grand plateau général, sur lequel, alors vous allez voir un petit peu ça, ce que c'est après. Là, c'est juste la carte chapitre, c'est tout simple, je vous le mets. Une fois que vous avez fait la mise en place du jeu avec cette face-là, vous la posez ici, de façon à ce qu'on se souvienne où est-ce qu'on va pouvoir aller. Et dans ce chapitre-là, excusez-moi, vous avez donc en plus celle-ci de carte qu'on va mettre à côté, parce que c'est un peu le but principal de notre mission. Mais là, vous avez des missions secondaires qu'on va aller pouvoir faire, visiter différents lieux pour aller révéler différentes cartes et différentes aventures. Mais si je vous montre ça, c'est pas tellement pour ça, c'est pour ce petit jeton que je viens vous mettre là. En fait, à intervalles réguliers dans le jeu, il va avancer.
Et ce qu'il faut bien comprendre, alors évidemment quand il arrivera sur une petite chose rouge comme ça, il va se passer une vacherie, et s'il arrive ici, bah, c'est la dernière manche, et il va falloir qu'on résolve la mission au plus tard là. Si on ne le fait pas, on a perdu. Tous les joueurs ont perdu, puisque c'est un jeu coopératif. Alors comment ça avance? Ça, je viens de vous dire manche. En effet, à chaque manche, chaque joueur va faire toutes ses actions. Alors des actions, on en aura 1 à 3 actions maximum, hein, ça va vite. Donc c'est à moi de jouer, je vais faire mes actions, puis au joueur suivant, puis au joueur suivant. Et quand on a fait tout le tour, la manche est terminée et le petit pion avance. Alors vous me dites, bon bah voilà, on sait exactement combien on a de manches. Non, pas du tout, parce qu'en fait, il y a une action dans le jeu qu'on va faire, qui va faire avancer le petit pion. Donc en fait, on n'a pas tout ça comme manche, on en a moins, tout simplement, encore une fois, à cause de cette action, vous allez voir qu'il va faire avancer ce pion. Et je le répète, arrivé ici, c'est terminé. Donc il aura fallu finir la mission principale. Alors ça, c'est sympa, parce que du coup, les missions d'exploration, oui, mais on va peut-être pas toutes les faire. Nous, alors le premier chapitre de la première campagne, qui est a priori toujours quelque chose pour découvrir le jeu, était quand même ardu, c'est-à-dire qu'on a gagné ici. Hein, donc autant vous dire que c'était bien. Et alors on a mal joué au début, on a fait des bêtises, mais en tout cas, on a fini vraiment au dernier moment quasiment, hein, en sachant que sur les missions d'exploration, il y en avait 3, celles qui sont ici, on en a fait 2 sur 3. Il y en a une qu'on n'a pas faite. Donc à la limite, si je rejoue avec d'autres joueurs, peut-être que j'essaierai de faire la 3e, donc il y a quand même une rejouabilité en fonction de ce qu'on va faire. Donc ça, c'est la piste de temps, c'est très important. Vous avez un temps défini pour faire votre chapitre de votre campagne. Alors, de quoi est fait le plateau principal? Alors, le plateau principal est formé de tuiles, comme ça. Alors, vous voyez, les dessins sont très jolis. Alors, les tuiles sont toutes à peu près sur la même allure. C'est-à-dire, vous avez une tuile qui est divisée en différentes cases. Hein, et parfois, certaines tuiles, comme celle-là, qui ont une action spéciale sur cette tuile. Voilà, il y a une petite modification des règles, comme c'est écrit ici. La lanterne centrale, c'est toujours la tuile de départ de tous les chapitres, donc on la met là. Après, évidemment, j'ai bien d'autres tuiles, hein, donc vous voyez, j'en ai pas mal. Alors, pour toutes les campagnes, c'est les mêmes. Donc on pourra dire, bon, on va commencer à visiter un petit peu tout le temps les mêmes choses, hein, la maison saccagée, etc. Oui, mais il se passera des choses évidemment complètement différentes d'un chapitre à un autre, d'une campagne à une autre, un peu comme le 7e continent, pour ceux qui ont joué, où vous avez une grande île, et en fait c'est toujours la même qu'on arpente de campagne en campagne, elle ne change pas. Bon. Ok, le 7e continent, c'est un jeu très différent et le terrain est gigantesque. Donc c'est un petit peu différent de ça, on peut tout à fait faire 2 campagnes sans aller dans les mêmes lieux. Là, on va aller un peu dans les mêmes lieux, mais c'est pas gênant. Et comme vous voyez, les dessins sont très jolis, sont très immersifs. Donc ça, évidemment, ces jolis dessins, ces jolies illustrations jouent de façon importante dans l'immersion dans le jeu. Donc en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on commence la partie, on va regarder ici, vous voyez, vous avez les lieux qui sont indiqués, donc là, les différents lieux nommés, puisque vous voyez, là j'ai une tuile, il n'y a aucun nom, mais vous avez des tuiles avec des noms, comme la maison saccagée que je vous ai montré à l'instant. Bon, là, vous avez les tuiles nommées qu'il faut mettre pour ce scénario, et puis là, c'est 2 fois le nombre de joueurs en tuiles qui restent au hasard, nommées ou non nommées. Vous mélangez toutes les tuiles qui restent, et puis vous en prenez 2 fois le nombre de joueurs, en sachant que c'est toujours max 6, donc ça veut dire que je vais prendre, si on joue à 3, de toute façon les 6, mais si on joue à 4, j'en prends 6 aussi, et vous voyez, ça me fera 1, 2, 3, 4 et 6, ça fera, si on joue à 3, 10 tuiles comme ça. Et vous vous doutez bien, on va un petit peu explorer cette ville de Yharnam, en allant piocher dans ce tas de 6 tuiles que j'aurais mis donc de côté, à chaque fois qu'on va explorer. On va voir ça tout de suite, la façon dont ça se passe. Alors, chaque joueur a un plateau personnel, mais en fait, le jeu est asymétrique. Hein. Si je vous le mets là, on va tous avoir, hop, en plus un plateau comme ça, recto verso, qu'on va venir mettre ici. Alors j'en ai pour chaque personnage, vous voyez, il y a le dessin à gauche, tout simplement. Et on va avoir en plus ici, comme c'est dessiné, une arme à feu. Alors l'arme à feu, c'est là pareil, hein, regardez, il y a le petit dessin du personnage. Donc on a chacun la sienne. Alors il faut savoir que des armes à feu, il y en a d'autres, hein, et qu'on va pouvoir gagner au cours de la partie. Bah oui, c'est sympa, on fait évoluer son personnage, hein, il va pouvoir beaucoup changer. Alors vous voyez, j'ai d'autres cartes armes à feu, bon là c'est un personnage, mais j'ai d'autres cartes armes à feu, qu'on va pouvoir gagner et éventuellement remplacer notre arme à feu en cours de partie. Ensuite, on a une zone de points de vie, évidemment. Ici, alors on commence avec 6 points de vie, c'est écrit là. Hein. On peut mourir, vous verrez, mais on ressuscite, hein, c'est pratique. Et là, les échos du sang. Alors, ce sont ces jetons-là. Alors, en fait, c'est des jetons qu'on gagne comme preuve qu'on vient de tuer une créature. Quand quelqu'un achève une créature, on peut pas en avoir plus de 3. Donc, si vous en avez 3 et vous tuez une créature, eh ben, tant pis, hein, il est perdu. En sachant que ces jetons vont être dépensés pour améliorer notre personnage. Vous allez voir comment ça marche dans un instant. En tout cas, dans ce jeu, évidemment, on combat beaucoup. Donc, vous avez une arme à feu dite superbe, on combat avec ça. Alors oui, mais le problème de l'arme à feu, c'est que il n'y a qu'une balle dedans, quoi. Hein. Donc quand vous tirez, vous la tapez et vous pouvez plus l'utiliser jusqu'à ce que vous l'ayez détapé. Il y a 2 méthodes, une méthode qui est décrite sur la carte pour savoir comment on fait, et il y a un autre moyen, comme vous allez le voir.
Donc oui, on peut attaquer, mais qu'une fois. Bon, bah alors après, une fois qu'on l'a tapé, comment on fait? Eh ben en fait, c'est avec ce plateau-là, recto-verso, qu'on va faire la majorité de nos attaques, comme vous allez le voir. Mais je vais y rentrer dans un petit instant, je vais d'abord vous expliquer toutes les actions qu'on va évidemment pouvoir faire au cours de la partie. Alors, comment se joue la partie? Comme je vous ai dit, à chaque manche, chaque joueur va faire toutes ses actions, une, deux ou trois, et puis une fois qu'on a tous fini, la manche se termine, on fait avancer le petit pion ici, il se passe différentes petites choses. Alors, la première chose, c'est que c'est un jeu qui se joue avec des cartes. Alors, nous avons 12 cartes attributs, nous avons tous les mêmes en début de partie, et comme vous allez le voir, on va pouvoir les modifier. En tout cas, on a 12 cartes attributs. On mélange notre tas de cartes attributs, et au début de la manche, chaque joueur en prend de façon à en avoir 3. Alors, première manche, évidemment, on en pioche 3, mais il va pouvoir éventuellement nous en rester de la manche précédente, auquel cas, s'il nous en reste et qu'on veut les garder, parce qu'en fin de manche, je peux toujours les défausser, et ben on en repiochera juste de quoi refaire sa main à 3. Ensuite, c'est un deck donc, qui est identique pour tous les joueurs, mais on va pouvoir, je vous l'ai dit, le modifier. Et quand on va modifier son deck, vous allez voir comment ça marche, mais une chose importante, on ne l'épure pas, comme dans tout deck building, c'est-à-dire qu'on a là, il y a 12 cartes, on n'aura jamais plus de 12 cartes. Donc quand vous gagnez des cartes, il faudra en éliminer. Mais ça modifie notre deck. Et comme tout deck building, à la fin de ma manche, quand j'aurai utilisé mes 3 cartes, vous allez voir comment ça marche, je les mets là en défausse, puis si j'ai passé tout mon tas, je remélange ma défausse, je la remets là, et je repioche à la manche suivante. Ça, c'est classique. En tout cas, quand c'est à moi de jouer, il faut bien comprendre une chose, quelle que soit l'action que je fais, je dois défausser une carte. Voilà, donc je défausse une carte, je fais une action. J'en ai encore 2, je redéfausse et je redéfausse. C'est pour ça qu'on peut faire maximum 3 actions par manche, puisqu'il faut défausser une carte à chaque fois. En sachant qu'en règle générale, vous voudrez quand même au moins en garder une, très souvent, en main. Vous allez voir pourquoi à la fin de votre tour. Donc souvent, vous faites qu'une ou 2 actions. Hein, on ne fait pas forcément toujours les 3. En tout cas, c'est comme ça que ça marche. Toutes les actions que je vous ai expliquées, il faut toujours défausser une carte pour les faire. Alors, ce qui est écrit ici, en fait, ne compte que si vous faites une action de combat. Si vous faites une autre action, comme vous allez le voir, ma foi, vous défaussez une carte. C'est tout simple. Que peut-on faire? Alors, ce qu'on peut faire, c'est tout simple. D'abord, se déplacer, bien évidemment. Alors, quand on se déplace de 2 cases. Alors les cases, c'est ça, je vous ai dit. Donc par exemple, si ce personnage-là, à son tour, il peut se déplacer que d'une case s'il le souhaite, ou il peut se déplacer de 2. S'il sort de la tuile, évidemment, il va falloir en révéler une nouvelle. Alors les tuiles, je vous l'ai dit au début, on en a un certain tas en fonction de la mise en place du scénario. Bon je prends au hasard une tuile et je viens la placer. Alors vous voyez, il y a des petites ouvertures comme ceci là. En fait, il faut les faire correspondre. Hein. Et de même, vous ne pouvez pas avoir un cul-de-sac. Si vous avez un cul-de-sac, vous remettez la tuile et puis vous en repiochez une autre. Donc en tout cas, là, c'est la ruelle, ce qui est écrit là, et je viens donc la mettre. Alors je la tourne dans le sens de mon choix. Alors vous me direz, là, ça change pas grand-chose, bien sûr, mais vous avez des tuiles. Vous voyez, par exemple, celle-là, vous doutez bien que selon le coin que vous mettez, tiens d'ailleurs, on va prendre celle-là, ça ne sera pas tout à fait pareil. Mettons que je la mette comme ceci. Voilà. Alors, si je la mets, ça veut dire qu'elle a fait 2 déplacements, elle a le droit à 2, je vous l'ai dit, et 2 déplacements, si j'ai dit j'en faisais 2, mais qu'ici le compte fait, non, je veux pas y aller, si vous êtes obligé, hein, puisque vous avez fait 2 déplacements, vous avez révélé une tuile, vous êtes obligé d'y aller, même si en fin de compte, la case ne vous plaît plus trop. Voilà, ça a l'air tout simple comme ça. Oui, pas tout à fait, parce qu'évidemment, il y a des monstres dans ce jeu, hein, vous l'avez vu, en tout cas, des ennemis. Bon, si vous vous retrouvez, par exemple, comme ceci, je me mets là, et je vais me mettre ici. Voilà, je suis comme ça. Si je fais un déplacement de 2, que je viens ici, en fait, les monstres que j'ai croisés, les créatures que j'ai croisées vont me suivre. À partir du moment, je vais me mettre comme ça, où vous sortez d'une case où il y avait des ennemis. Les ennemis ne vous attaquent pas, hein, contrairement à d'autres jeux. Par contre, quand vous avez fini votre déplacement, j'insiste, c'est quand vous finissez votre déplacement, vous n'avez pas forcément fini votre tour, hein, vous avez peut-être d'autres actions à faire, mais quand vous avez fini votre déplacement, hop, tac, ils avancent de 1 exactement sur le chemin que vous avez emprunté. En gros, ils vous suivent, réellement, thématiquement. Donc, dans cette situation-là, elle avançait que de 1, eux, ils suivent, et maintenant, elle a 2 gus sur elle. Donc, c'est peut-être pas une super bonne idée, mais en tout cas, c'est comme ça. Par contre, si j'ai fait ça 1 et 2 et que j'arrive ici, quand je suis passé là, je me suis retrouvé sur une case où il y avait une créature. Donc quand j'arrive ici, la créature me suit. Et oui, toutes les créatures qui vous voient, hop, vous suivent. Alors ça peut avoir un intérêt, vous pouvez sauver un ami. Hein, si un autre joueur était là, il risquait de se faire attaquer et qu'il ne pouvait pas tenir, vous lui passez devant le nez, et comme ça, la créature va vous suivre. Alors quand vous sortez d'une case, je vous l'ai dit, vous attirez les créatures, elles vous suivent, qui étaient dans la même case, mais quand vous sortez d'une tuile lieu, c'est des tuiles lieu, en fait, ils vous suivent tous de la tuile. Donc si j'ai été comme ceci, par exemple, que j'avais fait ce déplacement-là, lui, il me suivait pas, eux me suivaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans ma case. Par contre, si je faisais 1 et 2, ils me suivent tous et ils se déplacent de 1 en suivant le chemin que j'ai emprunté. Bon, là, c'est assez simple. Donc, lui, il vient ici, il me suit et eux, ils se rapprochent.
tout simplement. Alors, c'est vrai que ça m'avait paru un petit peu étrange si j'étais comme ça, si je venais là ils me suivent pas, par contre si je sors de la tuile, là ils me suivent. Je trouvais ça un peu étrange, mais c'est comme ça, alors je vous le montre juste dans la règle, hein, c'est écrit clairement, c'est un chasseur quitte une case ou une tuile lieu contenant des ennemis, ces derniers le poursuivront à la fin de son déplacement. Donc c'est bien marqué une case ou une tuile lieu, ses ennemis le suivent, donc c'est à peu près clair. Donc en tout cas, c'est comme ça qu'ils nous suivent en se déplaçant par contre que d'une case. Donc, le déplacement, c'est ça, je me déplace de 1 ou de 2, je révèle une tuile si je sors de ma tuile, une fois que j'ai révélé, je suis obligé d'y aller, et tous les personnages qui étaient que j'ai croisés sur une case ou qui étaient me suivent, et si je sors de la tuile, c'est carrément tous les personnages de la tuile qui me disent « Oula, lui, il est en train de se barrer », on va le suivre, en suivant le même chemin et en se déplaçant, comme je vous l'ai dit, d'une seule case. En fait, la règle sur le déplacement peut être comprise aussi différemment, qui est qu'en fait, les seules créatures qui vous suivent sont celles de votre case de départ, de déplacement, et toutes celles que vous croisez. Donc, lorsque vous passez dans une case, il y en a une. Même quand vous changez de tuile, elles vous suivent, mais pas toutes les créatures de la tuile précédente, uniquement celles que vous avez croisées. Alors, on peut le comprendre comme ça, et la précision tuile dans la règle est là uniquement pour pas qu'on se dise « Ah je change de tuile, elles me suivent pas », par exemple. C'est possible, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait, quand vous changez de tuile, uniquement les créatures que vous avez croisées vous suivent et non pas toutes les créatures de la tuile. Je vous laisse interpréter la règle un petit peu comme vous le sentez parce que c'est pas bien clair malheureusement. Bien, et vous voyez des petits dessins ici, là. Alors ça correspond à quoi? Eh bien en fait, je vais revenir sur le plateau principal, enfin ce gros plateau, pardon, que je vais vous mettre petit à petit, pardon. Et en fait, regardez, vous retrouvez les mêmes dessins. Alors enfin ici, là et là. Alors en fait, ce n'est pas, hop, tac, voilà. Tac, 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 tac. Alors, ce n'est pas pour rien. Alors, les 3 ennemis, en fait, à chaque campagne, on aura 3 ennemis, plus éventuellement un boss, hein. Donc, qui ne sera pas forcément là, mais on aura déjà 3 ennemis de base. Alors, les ennemis, ils ont des grandes cartes, voilà, qui sont comme ceci. Et en fait, dans la mise en place du chapitre qui est indiqué là, on vous dit quel ennemi prendre. Alors, vous prenez les ennemis, alors là, c'est les 3 ennemis d'ailleurs du premier chapitre de cette première campagne. Ils sont recto-verso et ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, donc vous faites au hasard, parce que c'est ce qui est dit, et vous les mettez complètement au hasard, là, hein, c'est vraiment ce qui est dit. Voilà, vous les placez comme ça. Et à partir du moment où vous les avez placés comme ça, dorénavant, vous avez le symbole qui correspond. Quand vous révélez une tuile comme ça, où il y a des symboles de créatures, et bien vous devez mettre des créatures qui apparaissent immédiatement sur les zones indiquées. Si vous regardez bien, la main c'est le groupe de chasseurs, hop, donc c'est eux, oui, alors au passage, appelez ça groupe de chasseurs, alors que nous, on s'appelle des chasseurs, c'est pas terrible, mais enfin c'est pas grave. Groupe de chasseurs qu'on vient mettre ici, et là, regardez, c'est ce symbole-là, donc c'est quoi? C'est un loup-garou, tout simplement, que je vais aller vous chercher, un loup-garou, que je viens mettre ici. Alors il faut savoir que si vous devez placer comme ça une figurine et que vous n'en avez plus dans la boîte, vous prenez une figurine du plateau que vous déplacez en la prenant la plus éloignée possible de vos personnages. Alors vous voyez là, je viens de vous faire apparaître donc des monstres parce qu'il y avait les dessins, mais il faut savoir que vous avez des cartes événements, enfin des cartes que vous révélerez qui vous font apparaître des monstres. C'est ce qu'on appelle des cartes missions, et dans une mission ils vous disent placer un monstre à tel endroit. Donc il n'y a pas de symbole sur la tuile, mais par contre c'est l'aventure qui vous le raconte. Donc quand je vous disais que c'était pas très narratif, ça l'est quand même, hein. C'est juste l'histoire qui n'est pas très poussée, mais par contre, il se passe toujours des trucs, c'est bien sympa. Donc voilà, donc on place 2. Alors oui, les monstres, ils arrivent très vite. Très vite, il y en a quand même un petit peu partout. Donc ça, c'est la première chose, et vous verrez, ces caractéristiques-là correspondent tout simplement au combat. Alors il faut savoir que vous avez une autre... Alors vous voyez, là, pof, on met un monstre aussi. Vous avez un autre type de symbole que je vais essayer de vous trouver, ça vous permet de voir quelques petites choses comme ça, voilà. C'est ce symbole-là, c'est-à-dire le symbole de coffre. Et bien, vous vous doutez bien, s'il y a un symbole de coffre, j'ai un jeton coffre que je pose dessus. Et ça, je vais pouvoir, si je vais sur cette tuile, évidemment, fouiller ce coffre. Et c'est tout l'intérêt, c'est d'aller prendre des objets qu'on va pouvoir utiliser comme on retrouve dans beaucoup de ces jeux. Et c'est le deuxième type d'action qu'on peut faire. Premier, se déplacer, je viens de vous l'expliquer. Deuxième, interagir. Interagir, c'est quoi? C'est prendre un coffre. Alors quand vous prenez ce que vous trouvez dans la rue, vous enlevez le jeton coffre. Si un autre joueur arrive derrière, il prend rien. Vous avez déjà ramassé le truc, hein, donc c'est juste pour le premier arrivé. Alors en fait, on a des petites cartes consommables, comme ça, il y en a plein, hein, que l'on mélange. Et c'est très simple, vous en tirez une et vous prenez cette carte consommable. Par exemple, ça, lorsque le joueur s'active, lorsque le chasseur, c'est nous, hein, s'active, on peut soigner 2 blessures. Alors ces cartes consommables,
comme par définition, c'est des consommables, donc c'est one shot. Donc vous gardez ça à côté de votre plateau. Quand vous le souhaitez l'utiliser, vous regardez quand vous pouvez l'utiliser. En l'occurrence là, c'est à votre tour, hein, quand vous voulez, activation du chasseur, c'est écrit toujours dessus. Et quand vous l'utilisez, et ben hop, vous la mettez dans une défausse des consommables à côté. Ce n'est utilisable qu'une fois, on ne le conserve pas. Alors j'insiste bien là-dessus, donc ça c'est ce qu'on obtient donc avec ces coffres, hein, parce qu'il y a un autre type d'objet. Alors juste avant de vous parler de cet autre type d'objet, il faut savoir une chose, c'est que si j'étais sur cette tuile là avec une créature et que je commence à fouiller dans le coffre, c'est une très mauvaise idée, parce que vous êtes la tête dans le coffre, du coup la créature vous attaque, vous fait une attaque d'opportunité, vous verrez comment marchent les combats, mais en tout cas vous ne réagissez pas à l'attaque. En gros, vous prenez des baffes, quoi, point barre, parce que vous avez la tête dans le coffre. Donc quand vous avez un coffre comme ça et que vous voulez le fouiller, mieux vaut d'abord éliminer les créatures présentes avec vous avant d'aller fouiller le coffre. Hein, sinon, vous prenez l'attaque d'opportunité. Donc, je vous disais qu'il y avait d'autres objets, il n'y a pas que des consommables. Et non, vous avez aussi des reliques, enfin ce que j'appelle des reliques, mais c'est pas le terme du jeu. Alors, vous voyez, vous en avez plein, comme ça, et puis vous avez aussi des runes, voilà, hop, qui sont comme ça. Là, vous avez des runes. Donc, vous avez ces deux types d'objets en plus, et ça, vous les gagnerez en fonction de ce qui se passe dans votre aventure. Typiquement, ce sont des récompenses de quête, hein, c'est-à-dire que si vous faites une quête d'exploration que vous menez à son terme, généralement, souvent, ils vont vous dire allez prendre la rune de Kari, le soutien, ou allez prendre le sang d'Adela, ils vous diront exactement, donc ça vous les mélangez pas, hein. Ça quand vous les gagnez, ils vous diront. Et évidemment, ça vous apporte, avec un texte qui vous explique, une action bonus, c'est super, sauf que ces choses-là, vous ne les perdez pas, autant les consommables, une fois consommés, c'est défaussé, ça non, ça c'est tapé. Donc typiquement, vous gagnez ça par exemple, parce que vous avez bien fait une mission, vous la mettez sur cette face-là à côté de vos plateaux de jeu, et puis au moment où vous utilisez son action, hop, vous la tapez. Alors elle n'est pas perdue, il faudra la détaper, vous savez, comme l'arme, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faudra la détaper, mais elle n'est pas perdue, elle pourra être réutilisée si vous arrivez à la détaper à un moment. Donc ça, c'est d'autres types d'objets, et il faut bien comprendre que les runes, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 2, c'est interdit, et les objets comme ça, ce que j'appelle les artefacts, des reliques, vous n'avez pas le droit d'en avoir plus de 2 non plus. Donc au total, vous pouvez en avoir 4, des cartes comme ça, 2 de chaque. Si vous en gagnez plus, en fait, vous avez le droit de proposer à un autre joueur de lui donner la carte que vous venez de gagner. Par contre, si personne en veut, vous mettez de côté. Alors pourquoi vous mettez de côté? Je vous le dis tout de suite, parce que ces reliques-là, si personne ne les prend quand on les gagne, parce qu'on est déjà au maximum et que personne ne veut celle-là, en changeant de chapitre, on aura le droit de les prendre et de les échanger avec des reliques que l'on a, tout simplement. Mais en tout cas, ça c'est un autre type d'objet après les consommables, eux qui sont liés au coffre, mais je vous ai bien expliqué. Et là, je viens de vous parler de la deuxième action qui est interagir. J'interagis avec un coffre. C'est tout? Non, c'est pas tout. En fait, vous pouvez aussi interagir en fonction de ce que vous disent les cartes. Et oui, dans ce jeu, il y a des cartes qui vont vous dire interagissez avec quelque chose, quelqu'un. Alors quand je vous dis quelqu'un, il faut savoir que vous allez avoir des personnages qui vont apparaître sous forme de jetons dans le jeu, qui sont en gros des villageois, à qui il arrive des trucs, en règle générale, en tout cas dans la première mission, il faut souvent les sauver, mais pas toujours. Et donc ils vont vous dire interagissez avec le villageois. Bon bah cette action interagissez que vous avez écrit dans une carte, c'est votre action d'interagir, c'est ce second type d'action. Et il faut bien comprendre que quand vous interagissez, quand vous dites à ce coup-là, moi, je joue une carte pour interagir, vous pouvez faire toutes les interactions de là où vous êtes. Si, mettons, j'étais ici, qu'en plus, il y avait un personnage ici, que la carte me disait que je pouvais interagir avec lui, eh ben, je peux dire, je fais mon action d'interaction, je défausse une carte, je fouille le coffre et j'interagis avec le personnage. Hein, c'est pas une interaction, c'est toutes les interactions de la tuile, hein, tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième action. Mais évidemment, il y a encore des actions, vous allez voir, il y en a encore 3. Attaquer, puis 2 actions qui sont spécifiques au jeu. Les combats, comment ils se déroulent? Alors pour ça, je vais revenir sur le plateau des joueurs. Alors ça marche soit avec parfois votre arme à feu, où il y a écrit que vous pouvez l'utiliser pour faire un combat, mais sinon, ça marche avec votre arme trompeuse. Votre arme trompeuse, c'est celle-là. Je vous ai dit qu'elle était recto-verso, systématiquement, et qu'en début de partie, on décide sur quel côté on la met, mais on va pouvoir la retourner. Donc je suis comme ça, je veux faire un combat, j'ai encore des cartes en main, 2, 3, 1, ça dépend un peu ce que j'ai fait à ce tour-là pour moi, et je vais décider de faire un combat. Alors pour faire un combat, vous allez choisir une des 3 attaques. Alors évidemment, il faut que vous soyez sur une case où il y a au moins un ennemi, hein, parce que sinon je vois pas qui vous attaquez. Donc pour pouvoir faire ça, je choisis une carte. Mettons, je choisis celle-là, hein. Alors là, encore une fois, c'est basique, parce que vous allez voir, il y a des cartes qui sont quand même beaucoup mieux, et je choisis une des attaques. Mettons que je choisisse cette attaque-là. Voilà, j'ai posé ma carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les attaques ont 2 caractéristiques. La première, la vitesse, c'est les petits chevrons qu'il y a au-dessus. 3 flèches, c'est plus rapide que 2, qui est plus rapide que 1, bien évidemment. Et qui est plus rapide forcément que 0. Donc là, j'ai une attaque de vitesse 2. Première chose. Deuxième chose, combien de dégâts elle fait? De base, une taillade, ça fait 2 dégâts, c'est les 2 petites gouttes de sang. Mais comme j'ai mis cette carte-là ici,
ça veut dire que j'ai plus 1 dégât. Donc sur ce coup-là, sur mon attaque, cette attaque-là ne fera pas 2, fera 2 plus 1, 3. Et c'est tout l'intérêt de poser des cartes, c'est-à-dire qu'en fait, dans les combats, vous allez systématiquement appliquer ce qui est écrit sur la carte à ce niveau-là, quand vous le faites. Sauf une petite chose, mais j'y reviens dans un instant. Donc en tout cas, première étape, je pose ça ici. Deuxième étape, il fait quoi l'ennemi? Parce que moi j'ai bien dit comment j'allais attaquer, mais lui on va peut-être savoir comment il va faire pour attaquer. Pour ça, vous avez un petit tas de cartes et vous en tirez une. Et là, vous allez avoir plusieurs choses possibles qui sont écrites. Spécial, capacité ou base. Alors, il faut savoir que là-dedans, j'ai 3 cartes base, 2 cartes spéciales et 1 carte capacité. Alors, c'est important de savoir le nombre. Pourquoi? Donc, j'ai posé ma carte, je vais faire ça. Deuxième chose, on a ce tas-là, on retourne et on dit « Ah, l'ennemi, il fait une attaque de base, là. » L'ennemi, c'est qui dans cette configuration-là? L'ennemi, c'est, hop, j'y arrive, c'est eux. Ils vont faire une attaque de base. Quand vous regardez les cartes des ennemis, vous verrez que vous avez les attaques de base, les attaques spéciales et les capacités. Une attaque de base, vitesse 2 et 2 de dégâts. Contre moi, bien évidemment. Ok, donc moi je fais ça, lui fait ça. Ça s'arrête là? Non. Alors, il faut savoir que là, vous pouvez esquiver l'attaque. Ah, super. Et comment on fait? Eh bien, encore faut-il avoir eu une carte en main, avoir une carte en main sur laquelle est écrit esquive. Je vais vous la montrer, voilà. Vous voyez, là, vous avez écrit esquive. Alors, si vous avez cette carte-là en main, lui, bon, il fait une attaque de base, comme c'est écrit, je peux tout à fait me dire, ah, attendez, j'ai une carte esquive, je la place à nouveau dans un emplacement, c'est indispensable, et j'esquive son attaque, il ne me touche pas. Par contre, moi, je vais quand même le toucher. Donc, c'est très bien d'avoir une carte esquive en main. Attention, si vous voulez esquiver, il va falloir que l'endroit où vous placez votre carte ait une vitesse indiquée qui soit au moins égale à la vitesse de l'attaque que vous esquivez de la part de votre ennemi. J'ai dit au moins égal, donc ça peut être égal ou supérieur, mais pas inférieur. Donc il faut faire un petit peu attention des attaques pour voir si vous avez une carte esquive, si vous allez pouvoir la placer dans un emplacement qui a au moins une vitesse égale. Alors vous avez remarqué que c'est 2 choses différentes. J'ai en premier posé une carte pour caractériser mon attaque, ensuite on tire la carte pour savoir quelle attaque il nous fait, et en troisième, si j'ai une carte et si je veux le faire, je peux utiliser un autre emplacement pour faire une esquive. D'accord? Ah, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus d'emplacement libre? Eh ben, je ne peux pas esquiver bien sûr. Ah, et qu'est-ce qui se passe si avant un combat, j'ai plus d'emplacement libre? Eh ben, je ne peux pas combattre. C'est aussi simple que ça. Je peux me faire attaquer, mais je ne peux pas combattre. Et là, vous me dites, mais comment on peut ne plus avoir d'espacement ici libre? Eh bien, c'est tout simplement qu'à la fin du combat, vous allez le voir, on n'enlève pas ces cartes. Et où les cartes restent en place. Donc, elles nous bloquent des emplacements. Et oui. Donc, on va pouvoir évidemment les virer. Vous, vous doutez bien qu'il y a une méthode pour le faire. Mais en tout cas, il faut bien faire attention. 1, à la carte qu'on utilise pour son bonus. 2, au type d'attaque qu'on va faire. 3, au type d'attaque que peut nous faire l'ennemi. Et 4, qu'il nous reste de la place. Et 5, d'avoir géré ces cartes de façon à avoir peut-être une esquive ou en tout cas d'avoir ce qu'il faut en main pour pouvoir attaquer. Parce que n'oubliez pas que quand vous vous déplacez ou faites une interaction, vous défaussez une carte. Donc, en tout cas, c'est comme ça qu'on prépare tout ça. J'esquive ou pas? Bon, mais si j'ai pas de carte esquive, j'ai pas esquivé. Du coup, alors, il faut pas oublier juste une chose, excusez-moi, c'est que ici, vous avez toujours un pouvoir de votre arme trompeuse, puisque c'est ça, là, c'est chaque fois que vous libérez un emplacement, infligez un dégât à un ennemi de votre case, par exemple. Donc, il y a toujours un pouvoir asymétrique pour chaque joueur, et qui est pas le même de part et d'autre. Vous voyez, lui, c'est abattage, piocher une et soigner une. Alors, abattage, ça veut dire quand vous tuez un ennemi, mais tous les termes sont dans la règle. Et si je retourne la carte, vous voyez, c'est pas la même chose, c'est les attaques avec déséquilibrement gagnent plus 1. Alors vous verrez ce que c'est. Donc on a toujours un pouvoir de notre arme qu'on va pouvoir appliquer en fonction de l'attaque que l'on fait. Au passage de l'autre côté, donc il y a un autre pouvoir, il est écrit ici, vous le verrez pas sur la vidéo, mais peu importe. Ici tout en bas, il est écrit ce qu'il y a sur l'autre côté de la carte, là, comme ça vous êtes en permanence, vous savez ce que vous pouvez gagner de l'autre côté. Si vous le faites, vous allez voir ça dans un instant. En tout cas, en phase de combat, je suis là, j'ai tiré une carte base. Alors juste une petite chose, il faut savoir que ensuite, quand le combat va être fini, cette carte-là, elle reste là. Eh oui, et sur un prochain combat, on retournera une nouvelle carte. Et donc vous avez compris, plus il y a de combats, plus on sait ce qu'il va y avoir comme type d'attaque, puisqu'il y a 3 bases, 2 spéciales et une capacité. Par contre, quand on les aura toutes retournées, le combat suivant, on remélange tout, donc on réinitialise. Mais ça c'est sympa, ça fait que plus on fait de combats, plus on va savoir quel type d'attaque on va se prendre dans les dents. Au début on ne sait pas trop, mais après on sait. Et puis en fonction des cartes qui sont sorties, on a une petite idée de la probabilité. En tout cas, une fois que j'ai fait ça, si j'ai pas esquivé, on va appliquer ce qui se passe. Donc c'est très simple. Moi, je vais lui faire 3 dégâts, et lui, il va me faire 2 dégâts, plus éventuellement, c'est une autre chose, des effets. Alors, mais on fait dans quel ordre? Eh bien, ça dépend de la vitesse d'attaque. Quand vous avez 2 vitesses identiques, comme c'est le cas ici, eh bien, les tout est appliqué en même temps pour l'ennemi et pour vous. S'il y a une des vitesses qui est supérieure, si j'avais été ici, eh bien, à ce moment-là, d'abord, on appliquait mes effets avant d'appliquer les siens. Et évidemment, si en appliquant d'abord mes effets, parce que je suis plus rapide, je le tue, du coup, derrière, il attaque
attaque pas puisqu'il est mort. Hein. Donc c'est à ça que ça sert. Évidemment, une attaque rapide fait moins de dégâts. Hein. Mais par contre, il faut savoir qu'une fois les dégâts faits, alors nous, on enlève en fait des points ici, hein, comme quoi, on a été blessé, et eux, si on l'a pas tué, on va mettre ce même jeton à côté de la figurine pour dire qu'elle est blessée, pour être achevée par un autre joueur. Et les points de vie, c'est très simple, c'est ce qui est écrit en haut à droite, là. 4 points de vie, 5 points de vie, 4 points de vie. Et je vous reprends la carte, parce que regardez, l'attaque spéciale, vous voyez, elle fait déjà, eux, ils font 4 dégâts, donc c'est un peu violent, mais par contre, ils n'ont une vitesse que de 1, donc vous avez des chances de les attaquer avant. Essayez de les tuer, ça évitera de vous prendre 4 dégâts. On a 6 points de vie, hein, 4 dégâts, c'est quand même tout à fait considérable. Mais ils ont toujours une capacité. Alors, et là, vous avez étourdissement. Alors, et capacité, il faut savoir une chose, que c'est la seule chose que vous ne pouvez pas esquiver. C'est une capacité, c'est pas une vraie attaque. Donc du coup, votre esquive marche pas, là, c'est pas possible de le faire. Alors je vous le rappelle, il n'y a qu'une seule carte capacité dans les actions, là. Hein. Là, par exemple, lui, ça va être que, tac tac, avant votre attaque, le groupe de chasseurs recule de 1 case, donc ils s'en vont. Tous les chasseurs, alors groupe de chasseurs, c'est eux, hein. C'est pas vous, je vous dis, c'est dommage, ça s'appelle chasseur comme nous. Groupe de chasseurs recule d'une case, tous les chasseurs sur la case qu'il vient de quitter subissent. Alors les chasseurs, par contre là, c'est nous, les chasseurs, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas terrible. Bon. Donc tous les chasseurs, tous les joueurs sur la case qu'il vient de quitter subissent 3 dégâts, à moins d'esquiver avec une vitesse de ça. Alors je vous l'ai dit, il y a écrit des choses, étourdissement, etc. Alors en fait, c'est des effets qui sont rappelés sur l'aide de jeu, c'est très bien. Déséquilibrement, c'est quelque chose qui peut arriver chez eux, mais qu'on peut avoir sur nos propres cartes, hein, qu'on leur inflige à eux. C'est annuler l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. Alors rappelez-vous, je vous ai dit que pour pouvoir esquiver, il faut poser sur une zone où la vitesse ici soit identique ou supérieure. Là, il faut, pour pouvoir déséquilibrer, que l'attaque de l'ennemi soit strictement inférieure. Hein. Donc quand vous avez écrit déséquilibrement sur la carte que vous posez, tac, je vais vous en prendre une, voilà, déséquilibrement, si j'avais posé celle-là ici, ça marchait pas s'il me faisait une attaque de base, lui, parce que vous voyez, la vitesse d'attaque n'est pas strictement supérieure à son attaque. Alors attention, c'est des petits points de règle à bien retenir. Quand je fais une esquive, je peux être égal ou supérieur. Quand je fais un déséquilibrement, c'est-à-dire que je l'empêche de m'attaquer, hein, ça revient au même, hein, là par contre il faut que je sois strictement supérieur. Alors utilisez l'aide de jeu parce que déséquilibrement, annuler l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. Bon du coup, oui c'est l'esquive ou par contre ça peut être identique. Hein. Puis ça se comprend, une esquive c'est en cours de combat, ça se comprend. Étourdissement, vous voyez, si vous prenez ça, vous devez défausser une carte et si on peut pas, on perd un point de vie. Et oui, et on peut choper des tokens pas très sympas. Vous avez folie et vous avez poison tout simplement. Vous allez subir un dégât à chaque fin de votre tour, hein, tout simplement parce que vous êtes empoisonné. Et folie, il faut savoir que quand vous prenez des dégâts, vous en prenez un de plus systématiquement. Donc voilà, je vous ai juste montré, il n'y a pas 50 millions de choses, mais c'est ces petites choses-là dont il faut tenir compte et ce qui est écrit ici. J'en profite juste pour vous montrer une chose, regardez, vous aviez aussi pioché une. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'avais attaqué avec ça, je piochais tout de suite une carte dans mon deck. On me dit, c'est pas terrible. Si, parce que je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on fait une action, on utilise une carte de sa main. Donc si vous prenez avec ça une carte de plus, vous allez pouvoir faire une action en plus. Et parfois, ça peut être crucial, parce que peut-être que vous n'arriverez pas à tuer en premier combat une bestiole, mais que si vous recombattez tout de suite, vous allez y arriver, avec 2 combats d'affilée. Et du coup, piocher une est bien, parce que ça vous redonne une carte, et ça vous donnera possiblement l'opportunité de réattaquer, à partir du moment, évidemment, où vous avez un emplacement libre, ici. Alors, je viens de vous dire que, donc on va jouer en fonction des emplacements, ce qui est écrit ici, mais si, en fin de compte, par exemple, vous avez tout qui est plein, ici, donc vous ne pouvez plus attaquer, ou de toute façon, vous voudriez bien utiliser un peu l'autre face, c'est une action, c'est changer son arme trompeuse. Donc comme toujours en action, vous défaussez une carte, pour pouvoir la faire, et à ce moment-là, vous enlevez toutes les cartes qui sont sur votre arme trompeuse, que vous les mettez dans votre défausse, et vous retournez votre plateau. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir agir avec cette face-là. Comme c'est une action, vous pouvez la faire avant une autre action de votre tour, si vous restez cette carte en main, qui sera d'attaquer, par exemple. Donc, encore une fois, ça c'est la 3e action. Première, se déplacer. 2e, interagir. 3e, je vous l'ai expliqué, attaquer. 4e, retourner son arme trompeuse, de façon à pouvoir réattaquer quand on a mis déjà sur tous les emplacements au cours des tours précédents, et on défausse les cartes, mais aussi changer de système. Vous voyez, par exemple, là, vous avez une attaque à 4 quand même, donc ça cogne, la guillotine. Et après une attaque double tranchée, c'est-à-dire celle-là, vous pouvez transformer l'arme, c'est-à-dire que si vous avez utilisé la guillotine, vous avez vu, il y a que 2 emplacements. Vous avez utilisé la guillotine à une action suivante, vous utilisez la double tranchée, vous avez tout rempli. Oui, mais regardez, après une attaque double tranchée, vous pouvez transformer l'arme. Génial. Sur la même action, je fais une attaque double tranchée, hop, je retourne la plaque, et ces 2-là, je les mets là-bas. Donc, vous voyez, le jeu est pas très compliqué, mais il y a plein de petites astuces comme ça à bien comprendre et à bien jouer.
Mais il reste une action à votre tour possible, c'est d'aller dans le rêve du chasseur. Alors le rêve du chasseur, c'est quoi? Vous l'avez vu certainement depuis tout à l'heure, c'est cette zone-là. Regardez, là vous avez 4 cartes amélioration. Qu'est-ce que c'est que ces cartes amélioration? Eh bien en fait, vos cartes attributs, il en existe d'autres, tout un tas de cartes attributs, qui sont des attributs qui sont bien mieux que ceux de base. Et en fait, on en met dès le début de la partie systématiquement 4, ici, comme je suis en train de vous le faire, et on va mettre le paquet à côté. Alors vous voyez que vous avez beaucoup plus de textes, et des textes différents de vos cartes de base, et oui, elles sont mieux. En fait, il y a une action que vous pouvez faire, c'est aller dans le rêve du chasseur. Quand vous allez dans le rêve du chasseur, vous virez votre figurine du plateau. Plutôt sympa. Parfois, ça peut vous aider. Et vous la remettez là. Oh, mais quand est-ce qu'elle va revenir? Alors, elle reviendra à votre prochaine manche, tout simplement. Mais si elle revient, ici, elle ne peut revenir que sur une lanterne. Vous voyez, lanterne centrale. Vous êtes obligé de la ramener sur une lanterne. Donc, vous ne pourrez pas arriver sur n'importe quelle tuile. Ce sera une tuile avec lanterne sur la case de la lanterne. En tout cas, quand vous faites rêve du chasseur, vous venez ici. Et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on vient ici? Eh bien déjà, on réinitialise tout son plateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vous étiez fait taper dessus, eh bien vous récupérez tous vos points de vie. Ensuite, vos échos du sang. Vous allez tous les défausser. Tous. C'est-à-dire vous n'avez pas le choix de l'utiliser qu'un ou deux. Non, vous allez les défausser tous. Mais vous allez voir à quoi ça sert. Votre arme, si vous l'aviez utilisée, votre arme, et donc qu'elle était tapée, que vous ne pouviez plus l'utiliser, vous la détapez. Ici, si vous aviez des cartes qui vous bloquaient, vous les remettez là. Vous libérez à nouveau toutes vos cases. Donc tout ça, c'est quand même plutôt sympa. Ensuite, ça sert à quoi? Eh bien, vous avez le droit d'échanger autant de cartes que vous avez de jetons écho de sang de votre deck avec des cartes ici. Attention, j'ai dit échanger. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé, si vous aviez 3 échos de sang, de le faire 3 fois. Par contre, vous perdez vos échos de sang, donc c'est un petit peu con. Mais par contre, si vous dites, tiens, ça c'est bien, le déséquilibrement et plus un dégât, ça je vais le prendre. Hop, je le prends. Vous êtes obligé d'enlever de votre tas une carte. Vous n'avez pas le droit d'augmenter votre deck. Votre deck fera toujours la même taille. Donc, vous perdez une carte pour une autre. Alors, évidemment, à vous d'équilibrer votre deck. Mais immédiatement, vous en remettez une autre. Donc, si vous aviez plus que d'un jeton d'écho de sang, vous allez pouvoir à nouveau choisir parmi 4. On choisit tout le temps parmi 4. Et vous en reprenez une. C'est comme ça qu'on améliore son deck. Moi, j'ai un personnage dans la partie en cours un peu bourrin. Je suis déjà allé au rêve du chasseur. Je me suis orienté sur des cartes qui me rajoutaient encore des dégâts, quoi. Puisque je tape assez fort, autant que je tape de plus en plus fort pour être celui qui met des gros coups, quoi, qui entame bien ou qui tue les monstres. Donc vous allez comme ça créer un profil de votre personnage. C'est très sympa. Il faut modifier son deck. Alors vous me dites, c'est génial, j'ai nettoyé tout mon plateau, j'ai amélioré. C'est super, on devrait y aller très très souvent au rêve du chasseur. Oui, sauf que quand vous allez au rêve du chasseur, systématiquement, vous avancez ce jeton. Ah ouais, ça c'est pas terrible. Et oui, vous devez à chaque fois avancer ce jeton quand vous allez au rêve du chasseur. C'est obligatoire. Et évidemment, tout ça est rappelé sur l'aide de jeu, qui est écrit ici, avancez le jeton d'une case, ici, comme je viens de vous le montrer, vous faites des améliorations si vous avez des échos de sang, vous rétablissez tout ce que je viens de vous dire, et au tour suivant, vous les porterez sur une lanterne. Alors, il n'y a pas que la lanterne centrale, bien sûr, il y a d'autres lanternes sur d'autres tuiles du jeu. Mais sachez une chose, si vous mourrez, et oui, si vous vous êtes fait tuer, vous avez pris une attaque et vous avez plus de points de vie, tac, ils sont tous perdus. Et bien qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, vous allez au rêve du chasseur. Alors votre tour est terminé bien sûr, mais comprenez bien une chose, si vous allez au rêve du chasseur, de toute manière, votre tour est terminé. Même si vous y allez volontairement, vous n'êtes pas mort, c'est votre dernière action du tour. Donc vous y allez en dernière action du tour. En tout cas, quand vous mourrez, vous allez là, vous dites, c'est bien de mourir, vous récupérez tous vos points de vie, vous retournez votre carte, vous virez toutes les cartes ici, et vous pouvez vous améliorer. Non. Quand on meurt, on ne s'améliore pas. Par contre, vous perdez quand même tous vos échos du sang. Ah ouais, donc mourir en fin de compte, et vous avancez ici bien sûr. Donc si vous n'avez pas d'écho du sang et que vous mourrez, vous revenez ici, vous réinitialisez tout, c'est plutôt pas mal, mais vous avez avancé ici. Donc ça, c'est pas terrible. Si vous aviez des échos du sang, mourir, vous les perdez sans améliorer. Alors là, c'est carrément pas bien du tout. Et vous avancez ici. Donc faut quand même mourir, c'est pas un drame, il faut pas le faire trop souvent parce que ça fait avancer le temps. Et quand ça arrive ici, c'est terminé. En sachant une chose, c'est quoi là les rouges dont je vous parlais ici? En fait, si le curseur arrive sur une zone rouge, il y a une réinitialisation des monstres sur les lieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va enlever du plateau des différentes tuiles tous les monstres qui y sont présents, on les enlève tous, mais on les remet immédiatement partout où vous avez les symboles sur les tuiles, mais aussi partout où des cartes missions vous aurez dit d'en faire apparaître. Donc c'est en fait pas bien du tout, parce que vous avez peut-être éliminé 3 à 4 monstres, c'est super, ouais, dès que ça arrive ici, vos 3-4 monstres ils vont revenir.
Donc c'est un problème. D'ailleurs, quand une carte vous dit faites apparaître un monstre à tel endroit, mettez la carte à côté de la tuile, je vous le conseille, pour pas oublier quand vous arrivez en rouge de remettre un monstre à cet endroit-là comme la carte vous l'indiquait. Donc ça c'est rude. Hein. Ça quand ça arrive, tout d'un coup, blam, il y a des monstres partout. Alors on enlève ceux qui sont présents certes, mais il y a à nouveau des monstres partout. Donc ça, y compris ceux des cartes mission. Donc ça, faut bien faire attention. Et vous voyez votre dernière manche du tour là. Ben, c'en est une qui réinitialise tout. Alors nous, on était bien contents d'avoir terminé là. Parce que quand vous faites ça, alors vous verrez, il y a des boss, il y a des monstres qu'il faut tuer plusieurs fois pour qu'ils disparaissent, il y a plein de petites mécaniques comme ça. Mais en fait, les boss ou ceux qu'il faut tuer plusieurs fois, on réinitialise tout. Quand vous avez un monstre qu'il faut tuer 3 fois, vous verrez, ça peut arriver. Si vous arrivez sur une zone rouge, et ben, même si vous l'aviez déjà tué 2 fois, faut recommencer tout, faut recommencer à le tuer à 3 fois. Les boss, vous verrez, ils ont plein de points de vie. Ben, un boss, lui, il quitte pas le plateau, mais par contre, vous lui remettez tous ses points de vie. Donc nous on est arrivé là, on s'est dit il faut qu'on tue le machin, là il est compliqué à tuer, il faut le faire parce que sinon après pof on va passer là et il va reprendre tous ses points de vie, il faut tout recommencer quoi. En sachant évidemment que du coup personne n'allait au rêve du chasseur à ce moment-là. 1, il fallait pas mourir et 2, il fallait pas y aller volontairement, sinon on faisait avancer et pof on tombait sur le rouge. Donc faites attention à ça, hein. Quand il y a un rouge qui approche, ça va tout changer hein, sur le plateau. Ce que vous êtes en train de faire. Mais vous n'êtes pas posé une petite question, c'est et les monstres en fait, ils font que répondre à nos attaques? Eh ben non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez fini votre tour, c'est-à-dire là, faire toutes vos actions, immédiatement, on active les créatures. Tout de suite. Donc, à la fin de chaque manche de joueur, de chaque tour, pardon, de joueur, les créatures s'activent. Voilà, on a joué à 3, ben dans une manche, chaque joueur a joué, et à chaque fois, on a activé les créatures, donc on les a activées 3 fois. Que fait une créature lorsqu'on l'active ? Donc, comment les ennemis s'activent-ils? Donc, j'ai fini mon tour, j'ai fait mes actions, 1, 2, 3 actions, et les ennemis s'activent. C'est écrit ici, déjà, lesquels s'activent. Alors, il y a écrit, fin de l'activation du chasseur, les ennemis à une case s'activent. Alors là, j'ai un problème. Je pense qu'il y a une erreur dans l'aide de jeu, ce qui est plutôt très, très dommage. Parce qu'ils disent que ce sont les ennemis à une case. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans cette configuration-là, lui, il s'active, il est avec moi, hein, bien sûr. Lui, il a une case, c'est bon, il s'active. Par contre, ces deux-là ne s'activent pas. Hein, ils sont à plus d'une case. Eh ben, je pense pas que ça soit vrai. Parce que dans la règle du jeu, il est écrit clairement... hop, je vous essaye de vous le montrer. Tous les ennemis présents dans le lieu où se trouve votre chasseur et dans les lieux adjacents. Ah bah les lieux une case, c'est pareil? Non, parce que plus tôt dans la règle, il est écrit les tuiles lieux. Donc un lieu, c'est une tuile et une case, c'est une case. Donc là, ça voudrait dire que, en fait, on active tous ceux qui sont sur ma case et tous ceux qui sont à un lieu adjacent. Alors là, ils sont du coup sur le même lieu que moi, et eux, ils sont à un lieu adjacent, oui, puisque ils sont juste sur la tuile lieu à côté. Alors vous dites, bah ouais, mais comment être absolument sûr? Eh ben en fait, vous allez voir, parce que c'est écrit, alors je vous le remontre pas, mais c'est écrit dans la règle de ce que je viens de vous montrer. En fait, première chose qu'ils vont faire, c'est se déplacer pour vous rejoindre. Et ils se déplacent que d'une case. Alors évidemment, s'ils sont déjà là, ils se déplacent pas, mais lui, par exemple, quand c'est activation des ennemis, il vient nous rejoindre, tout de suite, hein, puisqu'il est à une case. Et eux, est-ce qu'ils viennent me rejoindre aussi? Et ben en fait, ça dépend s'ils sont avec un autre joueur. Hop, je vais vous en prendre un. Voilà. Si ils étaient avec un autre joueur, voilà, par exemple comme ci là, il est écrit dans la règle que eux viennent nous rejoindre. Alors là, il ne s'agit pas de chemin comme tout à l'heure, hein, quand ils nous suivaient, ils se rapprochent de nous tout simplement au plus court. Ils viennent nous rejoindre et donc ils quittent l'autre joueur uniquement si leur déplacement leur permet d'être sur notre case. Donc dans cette situation-là, comme vous voyez, eux deux, ils arrivent, eux, non, ils vont pas venir, parce que s'ils se déplacent d'une case, ils viennent là, mais alors que là, ils sont déjà avec quelqu'un, donc ils vont pas se déplacer. Par contre, lui, il va se déplacer, il est avec personne, donc il essaie de se rapprocher. 2 joueurs, donc c'est la fin de manche. D'accord? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on dit que c'est uniquement ceux qui sont à une case qui sont en zone d'activation, eh ben cette règle ne s'applique plus. Parce que si on ne prend que ceux qui sont à une case, comme ils se déplacent d'un, ils arriveront toujours sur ma case, puisqu'ils sont qu'à une case. Donc du coup, le fait de dire attention, ils ne quittent un autre joueur pour aller vers nous que s'ils nous rejoignent sur notre case, ne peut marcher que si, de temps en temps, ils sont à plus d'une case de nous. Et donc, si, en fait, on active ceux qui sont sur aussi les tuiles adjacentes. Vous avez compris ? Hein, donc c'est le raisonnement que je me suis fait. Donc du coup, je pense que l'aide de jeu est fausse et que c'est la règle qui est vraie. Quand la règle dit lieu, c'est pas lieu, c'est tuile, lieu, comme c'est dit au début de la règle, et quand c'est case, c'est case. Alors, c'est un peu dommageable, hein, ça, je vous l'avoue. Donc en tout cas, quand vous activez, pour moi,
comme je l'ai compris, tous ceux qui sont sur les tuiles autour de vous ou sur votre tuile, ils vont se déplacer de 1 pour vous rejoindre, et s'ils sont avec un autre joueur, ils ne se déplaceront de 1 que s'ils vous arrivent dessus. Donc dans cette configuration-là, si on était comme ça, eux ils bougent pas, lui il vient là, lui il bouge pas parce que s'il vient là, il n'est pas avec moi et il quitte lui, donc il le fait pas. Par contre lui, oui, il se rapproche. Bon lui il est pas très content au passage. Donc il faut faire bien attention à cette phase de fin de votre tour, parce qu'une fois qu'ils ont fait ça, ils attaquent. Oui, et on refait une attaque. Qui vous attaque? Ceux qui sont avec vous. Tout simplement. Il vous attaque comment? On recommence la même chose, vous jouez une de vos cartes sur un de vos 3 emplacements de votre plateau personnel, on tire une carte, action de l'ennemi, on regarde quelle attaque il vous fait, éventuellement si vous pouvez vous esquiver, si vous avez une carte esquive et un emplacement avec une vitesse d'esquive qui est au moins égale à la vitesse d'attaque de hop, et puis après on applique les 2 attaques. Donc c'est la même chose. Mais encore une fois, il vous attaque, donc il faut faire très attention à comment vous allez finir. Alors quand vous vous déplacez, vous vous souvenez, vous vous déplacez de 2 et les autres vous suivent, mais ils se déplacent que de 1, donc vous pouvez semer des ennemis. Mais n'oubliez pas que si vous terminez avec des ennemis qui sont à une case, à la fin de votre tour, ils vont arriver sur vous, puisqu'ils se déplacent, et vous attaquer. C'est pour ça aussi que souvent, au moins, on garde une carte en main quand on a fini notre tour, pour que si on se fait attaquer, on va pouvoir la jouer pour contre-attaquer. Ou une carte esquive éventuellement. Mais tout ça, on le sait très bien, parce que vous voyez bien comment vous finissez, vous connaissez la règle, vous savez si vous allez vous faire attaquer ou pas, et vous savez combien de fois vous allez potentiellement vous faire attaquer. Donc il faut bien calculer son coût. Ça paraît simple comme ça, nous on y allait un peu la faire au fusil au début, et puis on s'est fait surprendre. On dit, ah ben non, c'est vrai, attends, ils doivent bouger, ah ben non, ils nous tombent dessus, là c'est en fin de manche, bam, ils m'attaquent. Boum, je meurs. Boum, ça avance. Bon. Ah bah tiens, j'avais un écho de sang, ah bah je l'ai perdu. Ah bah pas génial quoi. Donc encore une fois, quand tous les joueurs ont fini, quand un joueur a fini de jouer, immédiatement on active les ennemis. Tous ceux qui sont sur la tuile ou sur les tuiles adjacentes se déplacent d'un vers le joueur qui vient de finir de jouer, sauf s'ils sont sur une case où il y a un autre joueur et que leur déplacement ne les amène pas sur la case du joueur qui vient de finir de jouer. Une fois que les déplacements ont eu lieu, on fait les attaques. Toutes les créatures qui sont sur la même case que le joueur attaquent, et le joueur va pouvoir aussi attaquer, comme d'habitude, s'il a encore assez d'espace disponible, et s'il a des cartes en main, bien sûr qu'il a gardé de la fin de son tour. Voilà, c'est Bloodborne. Alors, autant vous dire que ça m'a plu. Alors, je vous ai dit que c'était pas très narratif. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il se passe des choses. Maintenant, vous avez vu, les textes de narration sont pas non plus gigantesques. C'est pas des bouquins, comme on a dans les gros jeux bien narratifs. Vous avez des livres, carrément, ou des petits livrets, vous lisez des textes assez longs. On n'a pas ça. Mais néanmoins, il se passe des choses. Je vous raconterai certainement pas la campagne, je vais pas vous spoiler, mais quand on arrive en tant que chasseur, on sait très bien ce qui se passe dans cette ville de Yharnam, on sait très bien ce qu'on cherche. Grâce aux cartes de départ, on sait très bien vers où aller, vers quel lieu aller, donc on va commencer à explorer, c'est évident. Et on sait ce qu'on va chercher à faire. Et puis quand on va arriver à certains lieux qu'il faut tirer certaines cartes, comme c'est écrit, tout d'un coup, blam, il se passe un truc qui est différent des règles normales. Ah ben un monstre arrive, il y a quelqu'un qui est caché, enfin j'en sais rien, il faut sauver les villageois, enfin bon. Ou alors au contraire, le villageois se rebelle, il peut arriver plein de trucs. Et ça, c'est les cartes qui nous le donnent. Donc quand je vous dis que c'était pas narratif, c'est pas narratif dans le sens où il n'y a pas des scénarios très poussés, complexes, avec plein de voix différentes. Non. Mais par contre, il y a quand même une histoire. C'est clair. Et l'histoire, vous la vivez. Et grâce à l'intensité du jeu, parce qu'il se passe tout le temps des trucs. Le jeu, vous n'êtes pas là à vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est bien, il y a ça intense, et aux très jolis dessins, aux belles figurines, vous êtes dans votre histoire, vous êtes en train de vivre vraiment une histoire un peu fantastique, d'horreur, un peu Lovecraftienne, on va dire, et ça marche très bien. Donc moi, j'ai qu'un chapitre de la première campagne au compteur, donc très peu, ça m'a plu, j'ai déjà un peu amélioré mon deck, et j'ai déjà des objets que j'ai ramassés, que je vais garder, donc c'est tout à fait sympa. Et je vous dis, il y a quand même faut réfléchir un peu, parce qu'avec ce système de combat, faut savoir quelle carte utiliser, quand les garder, quand retourner son arme. Il y a quand même des choses à faire. Quand vous finissez votre tour, attention, il y a la phase des ennemis, donc ils vont se rapprocher, vous attaquer, il faut l'avoir anticipé un petit peu quand même. C'est pas compliqué, le jeu est assez simple, mais il faut quand même réfléchir un tout petit peu, pas faire n'importe quoi. Sinon vous allez mourir, ok, c'est pas un drame, si vous avez des échos de sang, si, parce que vous les perdez sans vous améliorer, et vous faites avancer le compteur de temps. Ce compteur de temps est fondamental. Évidemment, c'est ça qui donne tout le piment au jeu. S'il n'y était pas, le jeu n'aurait plus d'intérêt. Donc, encore une fois, voilà comment ça marche. 4 campagnes dans la boîte de base, 3 chapitres pour chaque campagne. Je sais qu'il y a des extensions en anglais, je ne sais pas en français si ça arrivera. Mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne pioche et je vais refaire le chapitre 2 au plus vite. Et je vais continuer, j'allais jusqu'au bout de la campagne, comme quoi le jeu m'a beaucoup plu. Nous ne sommes pas dans l'Eurogame, mais pour moi, c'est un bon jeu dans ce style-là de jeu. Et si ça vous plaît, je vous le conseille tout à fait, je vous garantis que vous passerez une soirée dans un autre monde.